Alors c'est une première quand même qu'on me dise que le siège de l'OIO est à la souterraine, mais alors le siège est à Paris, on est à Limoges, à la souterraine et à Sophia Antipolis. Alors c'est un choix, je ne vais pas vous présenter l'Office international de l'eau. Si vous voulez voir nos bouilles, je serai là tout à l'heure, ainsi que mon collègue Jérôme. Et en fait, je vais vous faire une présentation d'un projet qui, à notre sens, est quand même correspond très très bien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est le projet humblement nommé Zeus, que vous retrouvez donc ici, avec un financement européen et on remercie un cofinancement de 3 agences de l'eau. Pourquoi 3 agences de l'eau? Parce que l'OIO et c'est l'expertise au niveau de Limoges. On a le partenaire INSA que vous retrouvez, ainsi que Chemdoc. Donc en fait, on irrigue 3 agences de l'eau. Alors c'est un projet très ambitieux et en fait je commence par la conclusion, c'est-à-dire que c'est plus qu'un projet, c'est une installation qui a été inaugurée, comme vous le voyez ici. Donc c'était en novembre dernier. Donc vous voyez un petit peu toutes les canalisations derrière. C'est un système en fait qui permet d'atteindre le zéro rejet liquide et pour une industrie agroalimentaire, ce qui est une première en Europe. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à lire les 53 mesures pour l'eau. Et vous avez la mesure 15 qui est de lever les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles et notamment en industrie agroalimentaire. Alors l'industrie agroalimentaire, vous pouvez retrouver cette présentation qui est somme toute bien faite au niveau de l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires et donc qui indique les différentes possibilités de réduire, recycler, réutiliser. Alors, pourquoi on est parti sur du zéro rejet alors que la première étape, c'est de réduire? Cette première étape, elle a déjà été faite par Monin, c'est-à-dire avant de se lancer dans ce projet, pendant 5 ans, ils ont mis énormément d'énergie pour réduire. Et pour comparer, si vous voulez, ils sont passés de 3,6 litres d'eau par litre de sirop produit à 1,8 en réduisant au maximum. Et à un moment donné, une fois qu'on a réduit au maximum, qu'on ne peut pas éviter, on rentre dans des projets plus ambitieux. Alors, vous avez en fait l'eau potable qui arrive sur le site. Elle est potable, certes, mais ça ne correspond pas à la qualité requise pour ce producteur de sirop. Donc en fait, il va l'adoucir, il va la chauffer. Pardon, je me suis trompé. Enfin, il va la chauffer, il va l'utiliser et il va la rejeter au réseau d'assainissement. D'accord? Et donc, en fait, ici, vous avez l'installation qui permet de séparer le sucre et autres molécules, mais c'est vraiment majoritairement du sucre, et l'eau H2O qui revient en fait au niveau de l'usine. Donc ici, vous avez l'installation qui est vraiment d'envergure, et c'est un projet d'écologie industrielle territoriale puisque le concentré sucré rejoint un méthaniseur local. Là, c'est intéressant aussi puisque c'est un méthaniseur qui a une denrée qui n'est pas assez humide. Donc en fait, on lui apporte de l'eau, du sucre, donc du pouvoir méthanogène. Petite astuce, pour avoir des bons rendements ici, on va réduire la concentration de sel. C'est un sujet qui est très très peu abordé dans l'industrie, mais l'industrie utilise énormément de sel. Alors nous, on a l'habitude, on sale nos aliments, donc on se dit que c'est pas grand-chose. Na+ et Cl-, c'est des polluants éternels. Alors ils ne sont pas intrinsèquement toxiques, tout dépend des concentrations, mais il y a un vrai enjeu de préservation des nappes, notamment avec le sel. Alors l'objectif, vous voyez, c'est dans ce projet zéro rejet liquide, de réduire de 60%. Et alors, en fait, juste pour vous montrer, c'est pour les non-puristes, on va utiliser des techniques membranaires pour simplifier au maximum. C'est des passoires à coquillettes quand vous faites un bon repas de pâtes le soir. Donc vous avez un pré-filtre pour les grosses coquillettes et puis on fait de la microfiltration, de la nanofiltration, jusqu'à de l'osmose inverse. Alors là, vous allez vous dire, wow, c'est quand même une artillerie lourde pour atteindre le zéro rejet. Oui.
Sauf que, et c'est ça qui m'intéressait d'arriver à ces conclusions et de les partager avec vous, quand on a une industrie qui dit ben, « moi je veux tendre vers le zéro rejet liquide », est-ce que ça ne serait pas au détriment d'une surutilisation d'énergie, donc du kilowattheure, de réactifs? Et des fois on se rend compte qu'il y a le nexus énergie-eau, on peut l'oublier, vous allez avoir des experts énergie, vous allez avoir des experts eau, et donc il faut mixer les deux. Et ce projet-là, on a été extrêmement attentif, et via l'INSA de Toulouse, juste la conclusion, c'est qu'en fait, entre la situation avant projet et la situation après projet, en termes d'énergie, de kilowattheure, eh bien, le projet il est complètement viable malgré l'utilisation de membranes. Donc certes, les membranes, ça va nécessiter de l'énergie, mais au regard d'un rejet d'eau sucrée qui rejoint une station d'épuration et qui est transformée en biomasse qui elle-même va devoir être gérée et avec de la production de CO2. Alors, pourquoi ça marche? C'est qu'on l'oublie souvent, l'industriel, là, il a de l'eau chaude. Donc le projet de reuse permet en fait de reboucler en circuit court de l'eau chaude. C'est pour ça que ça marche, ce projet. Attention, il faut vraiment étudier. Vous pouvez faire du zéro rejet liquide et ça peut être un projet vulgairement déconnant, pas d'un point de vue eau, mais d'un point de vue carbone. Ce projet-là, dans ce cas-là, il est pertinent. Et là, alors là, je vous donne juste un petit jeu pédagogique. Ça me tenait à cœur de vous le montrer, puisque on échange sur les taux de retour sur investissement. Alors moi, je ne devais pas être bon à l'époque, parce que j'ai essuyé quelques plâtres, voire des coups de pied aux fesses. C'est-à-dire qu'on se trompe souvent, et je vois que le monde industriel fait régulièrement l'erreur sur ces taux de retour sur investissement. J'ai fini dans 30 secondes. Vous prenez cet exemple où en fait, vous avez 60 000 € pour économiser 1000 mètres cubes. Et bien en fait, quand vous présentez maladroitement le projet, on va vous dire attendez, 1000 mètres cubes à 4 € du mètre cube, si on fait un taux de retour sur investissement, on est à 15 ans, merci, au revoir. Ça n'a aucun sens économique de payer 60 000 € en CAPEX pour 1000 mètres cubes. Sauf qu'en fait, on a la chance quand même d'avoir des aides. Et surtout, on l'a vu dans le cas de Monin, l'eau, elle est adoucie, elle est chauffée, et Aquacel a très bien présenté. C'est pas le prix de l'achat de l'eau qui est important. On réduit de l'eau qui, à un moment donné, va être utilisée, souillée, il va falloir la traiter par la suite. Et donc, vous avez un exemple qui, ici, vous pouvez avoir la présentation. Alors, juste pour terminer, le 1-10-100, c'est le ratio qu'il faut... Vous repartez ce soir et vous dites 1-10-100, c'est assez facile à se rappeler. Globalement, aujourd'hui, en France, l'industriel, il paye 1 € le mètre cube d'eau. Ça, c'est son prix d'achat. C'est une moyenne, plus ou moins 100%. Son vrai prix de l'eau, il est plutôt à 10 €. Et quand vous faites un projet de zéro rejet liquide, c'est un petit peu comme prendre une assurance ou une mutuelle. C'est prévenir des futurs embêtements. Puisque les industriels, quand ils n'ont plus d'eau et qu'ils sont obligés de réduire leur activité due au manque d'eau, globalement, il y a une étude qui a été faite et ils sont prêts à acheter 100 € le mètre cube.